Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre découverte de la mémoire prénatale avec Anne Chaube, psychothérapeute spécialisée de la mémoire précoce et aussi auteur du livre Un cri secret d'enfant paru aux éditions Les Acteurs du Savoir. Anne Chaube, bonjour. Bonjour. Je voudrais avec vous discuter et un peu comprendre quelque chose par rapport à cette mémoire dont vous parlez, cette mémoire précoce. On a parlé de la GPA, on a parlé de la procréation médicalement assistée. Alors, dans un exemple que vous avez cité, nous étions dans le cadre de gamètes qui provenaient des parents, mais maintenant, aujourd'hui, les sciences médicales nous permettent aussi de faire appel à des donneurs. Alors, quand un couple qui ne peut pas avoir d'enfant, qui souhaite avoir un enfant, fait appel à des donneurs avec des gamètes extérieures, qu'est-ce qui se joue au niveau de la mémoire de l'enfant qui naîtra au sein d'un couple, mais avec des gamètes extérieures? Oui, la question est vraiment cruciale et elle est très problématique. Alors, ce qui se joue, c'est sur le plan, à mon avis, identitaire et filiatif. Parce qu'en effet, ce don de gamètes externes, d'abord, ça ressemble, c'est assez effrayant, me semble-t-il, parce qu'il y a une espèce là de, pardonnez-moi le terme, mais de bricolage conceptionnel qui ne peut pas laisser l'enfant indemne sur le plan justement de cette mémoire. Nous en avons beaucoup parlé, et que donc on introduit dans la vie familiale, en tout cas pour cet enfant, des mémoires multiples, mais dans ces mémoires multiples auxquelles l'enfant très probablement n'aura pas accès. Quand il s'agit de donneurs externes, la plupart du temps, qui sont des dons qui doivent rester anonymes. Et donc sur le plan de la filiation, sur le plan de la quête identitaire, je pense que là il y a des conséquences assez gravissimes qui peuvent se manifester tôt dans la vie ou pas, mais qui très probablement, moi je suis assez dans le sens, intéressée, je suis curieuse de voir ce qui va se passer à l'adolescence de ces jeunes. Parce que l'adolescence, on parle de la crise d'adolescence, de cette recherche un petit peu du qui suis-je. Donc le qui suis-je, c'est d'où je viens pour mieux savoir où je vais. Et que là, il y a une espèce de morcellement à la base de la fondation du petit être humain qui pose sérieusement question et qui, je pense, va produire des tas de conflits, des tas de problématiques. Il y a aussi dans certaines familles où ça va rester sous le sceau du secret, où on veut vraiment inscrire l'enfant dans le fait que je connais des situations comme celle-là où cela n'a pas été dit à l'enfant. Donc là, il y a probablement des drames psychologiques qui vont surgir à un âge ou à un autre, tôt ou tard dans la vie. Je pense que c'est vraiment une bombe à retardement dans la vie psychique, relationnelle, dans la vie spirituelle des personnes, dans la santé corporelle, parce qu'il faut savoir aussi que du coup, ces enfants, ces jeunes, ces futurs adultes ne connaîtront pas non plus tout le patrimoine et l'histoire familiale médicale de leurs géniteurs. Il ne s'agit pas de parler de parents. Il y a aussi, vous voyez, dans toute cette mémoire, donc je décris un petit peu dans mon livre d'une façon hypothétique, mais en même temps qui se base sur 20 années de travail avec des situations telles que celle-là, dans des situations de conception naturelle, mais où il y a eu un problème à la conception, des problèmes transgénérationnels, et donc des traces que cela laisse et des blessures que cela produit. Et donc j'ai un peu une série de symptômes que je mets en évidence dans les risques, et je pense que les grands risques, ce sont les risques qui vont produire des pathologies relationnelles, des pathologies identitaires, des angoisses, et je pense que le pire, c'est le risque de psychose, parce qu'on est ici quand même dans quelque chose d'assez fantasmatique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les fantasmes humains deviennent, à partir du moment où c'est possible, à partir de la technique, eh bien c'est réalisable et la médecine va y répondre. Ce qui permet, dans cette subjectivité qui est prise en considération bien plus
que du grand bien et de ce plus grand intérêt qui est quand même nommé dans la Convention de l'enfance, des droits de l'enfant. On n'est pas dans le plus grand intérêt de l'enfant. On est là dans le zoom est mis sur ce grand désir parental, et je le redis, qui est tout à fait accompagné, qui est tout à fait honorable et justifiable, mais qui ne justifiera jamais d'engager la vie d'un enfant avec un tel bricolage de conception. Oui, je crois que les conséquences risquent d'être assez dramatiques. C'est une fois encore Catherine Dolto qui dit « Si nous ne prenons pas soin des générations suivantes, nous nous préparons à de la barbarie ». Elle va loin dans ces termes, et je suis assez d'avis je suis du même avis. Je crois qu'on va vers quelque chose d'assez chaotique et qui risque d'être assez morcelant dans la personnalité. Parce que vous imaginez, notre personnalité, quand on s'interroge, on s'interroge par rapport à 2 piliers de vie, c'est papa-maman, voilà. Et là, on est dans de l'inconnu de qui étaient les géniteurs, autant sur le plan maternel que paternel, mais il suffit même d'une des branches, que pour créer quand même des interrogations, des quêtes et des recherches et des souffrances qui risquent d'accompagner les futurs adultes toute une vie. Le fait, si je vous entends bien, le fait de l'anonymat des géniteurs fait qu'effectivement l'enfant ne pourra jamais faire une enquête, je veux dire, sur lui-même des générations précédentes, puisqu'il ne pourra jamais les connaître. Voilà, tout à fait. Et là, il y a des histoires qui commencent à sortir, même dans notre propre pays. Encore récemment, dans un séminaire auquel je participais sur la famille, il y a une personne qui a témoigné, justement, à partir là, c'était un donneur paternel. Et toute sa vie, donc vous voyez, c'est pas du tout anodin. Il y a une espèce d'interrogation qui démarre très très tôt, comme une espèce d'intuition, parce que certains l'apprennent tout petit. Les parents sont très transparents par rapport à cela, ce qui n'empêchera pas une quête, une recherche et même une douleur quelque part, mais certains ne le savent qu'après l'adolescence ou à l'âge adulte. Et cette jeune femme témoignait de la souffrance que ça représentait. Et en fait, il y a aujourd'hui une association qui s'est créée avec justement donc des jeunes personnes, des personnes qui sont même déjà mariées et qui font partie d'un même groupe, d'un réseau pour aller à la recherche de leur donneur, en fait. Ils se font vraiment, ils font des enquêtes, donc ils s'entraident mutuellement. Et vous voyez, il y a aussi quelque chose d'autre qui est assez grave et risqué quand c'est anonyme, c'est qu'il y a comme ça des histoires qui sont sorties où finalement il y avait des demi-frères et sœurs ou des frères et sœurs qui se trouvent dans la même région. Donc vous imaginez au niveau des rencontres, là, ce qui peut se produire sur le plan consanguin. Donc, quand on ne sait pas, eh bien oui, on peut tomber amoureux de son frère ou de sa sœur, ou d'un demi-frère ou d'une demi-sœur. Donc ça va loin, ça va loin. On voit aussi que même la notion de parentalité, elle devient multiple aussi, puisque vous avez le couple commanditaire, vous avez le couple de géniteurs, vous avez la mère porteuse, et je pense à un cas aux États-Unis où l'enfant ayant un léger handicap, les parents commanditaires avaient demandé à la mère porteuse de subir un avortement, ce que celle-ci avait refusé pour des raisons éthiques, et l'enfant alors été mis à l'adoption, ce qui nous fait que nous avons là un enfant qui entre en adoption, qui va être accompagné par l'adoption dans la vie, avec une mère porteuse, avec un couple de parents commoditaires et un couple de parents géniteurs. C'est quand même toute la notion de parent qui se transforme. En fait, c'est vraiment ça. C'est donc, en fait, légaliser cela, c'est accepter de transformer les paradigmes profonds de notre humanité. Cette base sur laquelle tout être humain s'est toujours appuyé depuis des générations, depuis des décennies, c'est-à-dire d'avoir simplement cette double parité, et puis aussi l'altérité, homme, femme, père et mère. Et là, cette multiplicité de mémoires parentales ou ces ancrages, c'est là où je parle de risque de morcellement de la personnalité le jour où l'enfant, le jeune ou l'adulte va se mettre en recherche. Mais très probablement que ces morcellements identitaires et de personnalité, comme je le disais, peuvent apparaître immédiatement. La seule porte de sortie, c'est la pathologie, ou alors vraiment
des souffrances vraiment très profondes. Parce que c'est à y perdre l'esprit, hein, c'est le cas de le dire, de savoir, mais finalement, à qui vais-je m'identifier? Il y a cette notion de l'identification, vous voyez qu'on a tous soit des désidentifications, lorsqu'on n'a pas envie de ressembler à maman, on n'a pas envie de ressembler à papa, ce sont des contre-scénarios tout à fait possibles, mais là, il y a un espèce d'abîme, de vide, hein, ce fameux enfant dont vous parlez, il est dans un abîme total. C'est déjà le cas pour les enfants adoptés qui vont se poser ces questions, hein, d'où je viens, comment, à qui je ressens finalement ce trait-là physique ou de caractère, il vient d'où? Et la plupart des enfants adoptés ne le sauront jamais, mais regardez, c'est ce qu'on appelle le syndrome du petit saumon, hein, qui remonte le courant pour aller à sa source. Hein, eh bien, il y en a qui vont se battre pour aller rechercher, pour retrouver, pas tous, mais certains le font. Parce que c'est un espèce de cri, une espèce de nécessité intérieure, c'est de connaître son origine et donc sa filiation, je viens d'où, voilà, pour mieux savoir où je vais dans la vie. Merci en tout cas, Anne-Chauve, d'avoir pris le temps durant toutes ces émissions de nous expliquer l'importance de cette mémoire précoce, cette mémoire prénatale, et même plus que prénatale, puisque je me dirais même préconceptuelle, qui impacte la vie de tout être humain. Merci en tout cas à vous. Merci. Je rappelle donc votre livre « Un cri secret d'enfant, attachement mère-enfant, mémoire précoce, séparation, abandon » aux éditions Les Acteurs du Savoir. Nous arrivons au terme de ce magazine. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de ces émissions. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce magazine, il me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis d'ores et déjà à très bientôt.